Parfait. Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie pour votre présence. Avant de commencer, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube en début de semaine prochaine. Aujourd'hui, nous recevons Mélanie Martineau et Véronique Brochu qui nous parleront des systèmes de surveillance de la rivière Chaudière. Elles nous feront une présentation d'environ 45 minutes et nous aurons une période de questions à la fin qui sera animée par Eva aujourd'hui puisque je dois quitter avant la fin du webinaire. Donc, avant de leur laisser la parole, je vais prendre quelques instants pour vous présenter nos deux panélistes. Véronique œuvrant en tant, excusez-moi, que technicienne chargée de projet et directrice générale au sein des organismes de bassin versant depuis 2008. Elle est particulièrement intéressée par les processus de concertation auprès des acteurs régionaux et locaux. En 2016, elle est devenue directrice générale au comité de bassin de la rivière Chaudière, le COBARIC. Depuis, elle participe à l'élaboration active de projets d'envergure avec cette équipe afin de soutenir les intervenants du bassin versant dans leur quotidien. Elle détient un diplôme en technique d'aménagement synégétique et halieutique et un certificat en administration. Mélanie, tant qu'à elle, est titulaire d'un baccalauréat multidisciplinaire en sciences. Ses formations et expériences de travail antérieures l'ont amenée à acquérir des compétences en biotechnologie, en procédés alimentaires et en gestion de projet. Elle a intégré l'équipe de la chaire interdisciplinaire en santé et services sociaux pour les populations rurales de l'Université du Québec à Rimouski pour faire avancer plusieurs projets en santé environnementale et communautaire. Donc, sans plus tarder, mesdames, je vous laisse la parole. Merci, Catherine. Euh, Ce midi, on va vous présenter une recherche qui a été réalisée sur le système de surveillance de la rivière Chaudière, qui est quand même bien connu depuis le temps qu'il existe. On a voulu travailler ce dossier-là, euh, particulièrement avec l'UQAR, euh, avec un financement du risque. Fait que Mélanie va présenter un petit peu plus le projet de recherche. De mon côté, je vais vous présenter qu'est-ce que le système de surveillance, qu'est-ce qu'on avait évalué sur ce système-là. Puis Mélanie va tomber un petit peu plus dans la recherche, comme je le mentionnais, avec les recommandations. Donc, premier élément, le COBARIC, qui est l'OBV de la rivière Chaudière. On est le premier organisme de bassin versant qui a été fondé en 94 à la suite d'un projet pilote de gestion intégrée de ressources en eau. Le COBARIC, c'est une organisation qui a été établie par le milieu, principalement le milieu municipal. Euh, et je vais par la suite parler un petit peu plus du système de surveillance. Donc, notre territoire, euh, en linéaire, la rivière Chaudière a 185 kilomètres. Elle a une particularité, elle s'étend du sud au nord. Donc, elle dégèle plus vite en tête qu'à l'embouchure. Ça peut causer des petites problématiques. Superficie 6700 km². On a deux régions administratives, l'Estrie et la Chaudière-Appalaches. On a 7 MRC, dont une ville MRC, et 77 municipalités sur le territoire. Euh, Système de surveillance de la rivière Chaudière, pourquoi c'est arrivé ce projet-là? Principalement parce qu'on a des inondations, on a tous les types en tout temps, à l'année, un peu partout sur le territoire. Les photos que vous avez là, c'est vraiment des photos de notre territoire. Donc, la première, les inondations en eau libre sont très particulières dans la plaine inondable, environ au centre, la partie médiane là, du bassin versant. Ici, on a une photo du côté de la vue de la Saint-Joseph-des-Érables à l'embouchure de la rivière des Fermes. Ensuite, on a des inondations par en bas qui ont principalement lieu au printemps, mais quelquefois à l'hiver, c'est quand il y a des dégels hivernaux. Ici, c'est l'embouchure, la portion la plus en aval, en tout cas, de la rivière du Bras-Saint-Victor, qui s'en va tranquillement rejoindre la rivière Chaudière, donc du côté de Beauceville. C'est des embars qui peuvent monter sur euh, des embars consolidés là, de plusieurs kilomètres là, facilement. Et le dernier, les embarques torrentiels. Ici, on a notre chère Irène qui a fait des dommages en 2011 sur le territoire. Et c'est là que nos municipalités qui sont plus situées dans les hauts du bassin versant, de part et d'autre de la Chaudière, comme à Saint-Frédéric,
euh, ont également subi des inondations qu'on dit torrentielles. Donc, vraiment, ici, on avait vraiment des pluies abondantes, des vents forts. Donc, la quantité d'eau, quand elle est arrivée au niveau des ponts, des ponceaux, euh, il y a vraiment des grosses problématiques là, en 2011. Puis les municipalités, je pense que lors de ces événements-là, tous les événements, là, toutes ces inondations, mais particulièrement les inondations euh, qui n'étaient pas habitués de voir, euh, ont fait que ils sont devenus beaucoup plus préoccupés, pardon, par la problématique. Euh, tu peux poursuivre, Mélanie, merci. Donc, système de surveillance avec tous ces aléas-là. En 2007, il y a un comité technique, principalement municipal et formé de pompiers, qui a été formé dans le but de réfléchir à quel outil serait nécessaire ou serait pertinent d'avoir pour faciliter les communications en période d'inondation. Donc, à l'époque, les pompiers allaient se stationner à proximité des cours d'eau problématiques. Puis, à ces endroits-là, ils restaient assis dans leur pick-up, puis ils attendaient que, que, que ça bouge, que la glace parte, d'intervenir pour barrer la route. Il y avait de la difficulté également à se communiquer entre eux d'amont en aval. Donc, souvent, il y avait des allers-retours. Saint-Joseph, monter à Beauceville pour savoir qu'est-ce qui se passait. Beauceville, aller à Saint-Georges pour savoir ce qui se passait plus haut. Donc, il y avait vraiment à la base une problématique de communication, perte d'efficacité, d'efficience, puis vraiment une problématique en lien avec la sécurité publique, mais en lien avec les intervenants. Donc, à l'époque, les municipalités se sont regroupées. C'était les municipalités riveraines de la Chaudière entre Saint-Georges-de-Beauce puis Saint-Lambert. Et elles se sont regroupées, puis elles ont été capables d'aller chercher un financement à la défunte CRE. Puis l'autre portion là, du côté des municipalités, là, vers une proportion pratiquement 60-40. Donc, en 2009, 2000, entre 2007 et 2009, il y a eu la création d'un outil qui était une page, un site Internet en ligne. Euh, Puis ce site Internet-là regroupait euh, des équipements sur le terrain. Donc, ils ont installé des sondes, ils ont installé il y avait déjà des échelles millimétriques pour la plupart. Il y en a qui avaient déjà des caméras. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regroupé l'ensemble de ces données-là sur une plateforme web pour être capable de communiquer entre eux. Ah, ben le niveau d'eau, je le vois à partir du site Internet. J'ai pas besoin de me déplacer. Ensuite, en cours de route, quand le système de surveillance a été mis en place, ils ont mis de l'avant certaines améliorations, dont la communication. Donc, ils étaient capables d'envoyer des messages directement à partir du site web euh, en cliquant sur la bonne station. Donc, je mets un message qui peut avoir de l'impact sur l'ensemble des municipalités en aval. Alors, l'ensemble des intervenants recevaient un courriel. Euh, Puis, à l'époque, on avait déjà des textos là, qui étaient intégrés. En 2014, on a un besoin qui est venu des citoyens, que eux aussi voulaient être au courant de ce qui se passait au-delà d'attendre que la municipalité les contacte. Donc, avec le ministère des Transports à ce moment-là, euh, on est venu mettre de l'avant un abonnement euh, gratuit pour tous les citoyens et non-citoyens, là, n'importe qui pouvait s'abonner. Et ils recevaient un avis, c'est-à-dire que ils pouvaient cocher une station, puis recevoir l'alerte, l'avis, le message qui venait du pompier qui avait écrit, ben, telle route est fermée, ou on est en débâcle, ou on est en inondation moyenne. Donc, euh, les avis sont vraiment tombés dans les mains des citoyens là, officiellement en 2015. Par la suite, entre 2015 et 2020, étant donné que on avait de plus en plus d'abonnés, on est aux alentours de 15 000 à cette époque-là sur le site. Quand on avait des périodes d'inondation, il y avait tellement un grand achalandage sur le site que le site ne le supportait plus. Donc, il y avait des pertes, il y avait plus d'accès au système par les citoyens. Euh, Au niveau des intervenants, il était
capables encore d'avoir accès à leurs outils, mais ils n'avaient plus accès à la plateforme. Donc ça l'avait amené des grosses problématiques à la suite de l'inondation de 2014, puis celle également de 2018, parce qu'on en a eu une en 2018 qui était moins grande que 2019, mais quand même. Donc, on s'est rendu compte que le site web n'était plus capable d'être opérationnel dans ces grands achalandages-là. Et 2019-2020, on a fait le tour des municipalités pour leur demander c'est quoi les besoins d'amélioration. Donc, on a fait ce travail-là, nous ont dit leurs besoins. On a été capable d'aller chercher un financement du ministère de la Sécurité publique pour réaliser la nouvelle plateforme du système de surveillance de la chaudière. Euh, ouais, j'aimerais ça qu'on puisse aller sur l'accès public. Merci. Ce bout-là, je l'ai fait. Super. Donc, ici, vous voyez vraiment le nouveau système de surveillance, là, vraiment qui a été refait en entièreté. On a changé, premier élément, l'adresse web. Avant, le système de surveillance était accessible seulement par le site du Cobaric, SSRC, puis on avait un lien vers le SSRC. Maintenant, on a directement l'hébergement du système de surveillance sur l'adresse rivierechaudière.ca à part. Et ça l'aide aussi pour la sécurité du site, l'hébergement, la sécurité des données, l'accessibilité aussi. On a changé un petit peu notre logo. Et on a changé aussi l'aspect de la première page, dans le sens qu'on a l'ensemble de l'état des stations de l'amont jusqu'à Laval. Puis ici, c'est correct, Mélanie. Ici, avec la station de Lac-Mégantic, on a conservé un peu la façon que la station était suivie. Et il y a un graphique dans le bas. Ouais. Donc, ici, le graphique, la ligne bleue, c'est le niveau de l'eau. Et les lignes colorées plus haut, ce sont les lignes de seuil de surveillance. Et ceux-là sont déterminés euh, par les municipalités ou ce sont des seuils, par exemple, Lac-Mégantic, c'est lié au barrage. Donc, ça, c'est des seuils déterminés au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, ça dépend des acteurs. Puis quand le seuil, le niveau d'eau touche à un seuil ou passe par-dessus un seuil, c'est là qu'on a un avis qui est envoyé automatiquement, soit une alerte, on est en inondation moyenne, on est rendu à tant de débit mètre cube seconde ou à tant de niveau d'eau, dépendamment des stations. Donc, c'est vraiment l'élément qui est important, surtout pour le volet citoyen. L'autre élément aussi, c'est la carte. Donc, on a vraiment une carte de localisation avec des segments. Euh, oui, merci. Euh, où le segment est déterminé entre sa section amont et aval, puis la station de suivi est en aval du segment, évidemment. Donc, ici, dans notre secteur névralgique à Saint-Joseph, euh, c'est intéressant parce qu'on peut voir euh, vraiment les municipalités. Fait que quelqu'un qui ne sait pas trop quelle station prendre pour suivre la sécurité dans son secteur, mais il peut se fier à la carte pour aller sélectionner vraiment un endroit, puis être capable de, de mieux se diriger, puis dire, ah, ben finalement, c'est telle station que j'ai besoin de suivre. Euh, Au niveau des stations, comme tu nous le montres, Mélanie, on peut avoir accès par la carte, mais on peut aussi avoir accès par l'état des stations. Et dépendamment des équipements possédés par la municipalité. On peut avoir une ou deux caméras en temps réel. Un élément super intéressant. On a la prise en continu des images. Donc, on garde une copie maintenant de ces images-là. Et les acteurs, eux, ont un profil un accès qui est privé. Puis, ils peuvent enregistrer les captures. Fait que quand il y a un événement, mais ils peuvent revoir la façon que l'eau est montée pour être capable de mieux valorer leur intervention. Donc, ça aussi, c'est un autre élément qui a été mis de l'avant. On a mis aussi une foire aux questions qui n'était pas là. Euh, c'est pour bien comprendre le site, mais aussi pour bien comprendre les inondations. D'ailleurs, sur ce point-là, le Cobarec avait réalisé avec le bureau de projet Chaudière un document de vulgarisation des inondations. Puis le contenu qui
été mis sur le site web et tiré de ce document-là notamment. Je vais poursuivre, sinon je vais tout prendre ton temps, Mélanie. Merci. Tu peux passer à l'autre diapo. Super. Donc, à gauche, on voit ici le document de vulgarisation qui a été fait en 2022. Puis, à droite, le système de surveillance de la rivière Chaudière là, qui a été lancé en 2024. Donc, sur ces deux éléments-là, on s'est questionné à savoir, là, on a fait un nouveau système de surveillance, on a investi beaucoup de ressources, du temps et tout. On a fait un document de vulgarisation. Est-ce que nos outils répondent vraiment aux besoins des municipalités, mais également des citoyens puis des partenaires? Puis si on se rappelle, on n'est pas allé sonder les citoyens et les partenaires quand on a fait la mise à jour du site web. On a sondé que les municipalités. Puis ça, ben, Mélanie va vous en parler, ça va ressortir un petit peu au niveau de l'étude. Donc, on a fait un partenariat avec l'Université du Québec à Montréal et l'Université du Québec à Rimouski pour débuter le projet, oui, au printemps 2024. L'équipe de projet, donc on a Joanne Saint-Charles qui est avec nous. Il y a Lily Lessard aussi qui est avec nous dans la salle. Mélanie qui va nous parler tout à l'heure. On a également eu une agente de recherche, Joanie Turmel, euh, du côté de Lucas et l'équipe du Cobaric à travers les années qui a travaillé sur le projet. Donc, Marine Gomer, Émilie Sirois qui est en communication. Sofiane Bouchard-Verrette aussi qui est la chargée de projet inondation au Cobaric. Puis moi-même. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. C'est à mon tour. Donc, on va attaquer l'évaluation des outils où qu'on va voir les objectifs de l'étude, la collecte et l'analyse des données, nos résultats, puis ensuite la comparaison avec la littérature. Donc, dans le protocole, les objectifs de l'étude, c'était d'établir des portraits des populations ciblées et de celles rejointes par les deux outils. Ensuite, on voulait documenter l'utilisation actuelle des deux outils et l'utilisabilité du SSRC par de nouveaux utilisateurs. Puis finalement, d'évaluer si les deux outils répondent bien aux besoins des personnes utilisatrices dans leur préparation aux inondations. Donc, ici, j'ai rassemblé nos objectifs, là, dont quelques-uns ont été éclatés là, pour les associer à nos méthodes de collecte et d'analyse pour que vous puissiez bien comprendre d'où viennent nos résultats. Premièrement, le portrait des populations ciblées, ça s'est fait via des données populationnelles et cartographiées qui sont publiques. Ensuite, pour ce qui est du portrait des populations rejointes, ça s'est fait par Google Analytics là, avec des données de consultation en ligne. Puis, au niveau des besoins et de l'utilisation des deux outils, c'était le plus gros là, du travail là, du projet. Ça a été réalisé grâce à 28 entretiens semi-dirigés, soit 27 individuels et une de groupe là, constitué de 3 personnes pour un total de 30 participants qui ont été questionnés tous sur le système de surveillance. Puis seulement 9 d'entre eux ont pu être éligibles pour l'évaluation du document de vulgarisation. Donc, tous les propos de nos participants là, ont été enregistrés puis ont été transcrits en verbatim pour être évalués là, dans une analyse qualitative thématique. Finalement, on a fait appel à une firme de communication, autrement dit, pour nous aider dans l'évaluation de l'utilisabilité du système. Donc, on a recruté 5 nouveaux utilisateurs du système, puis ils devaient effectuer des tâches bien précises. Là, tantôt, vous avez vu le site web. Donc, ils devaient interpréter, par exemple, le graphique, devaient être capables d'aller chercher une citation sur la carte interactive, puis même aussi de procéder à leur abonnement aux alertes. Donc, la firme, elle, prenait tous leurs commentaires. Là. Les gens étaient invités à exprimer tout leur mécontentement ou leur contentement face au site Internet. Donc, ils nous ont émis un rapport, puis ça nous a permis de l'intégrer à nos résultats. Ici, comme premier résultat, on a la description des populations ciblées par les outils. Donc, on a 2 secteurs principaux, soit celui de la rivière Chaudière et celui de la rivière Beau-Rivage. On a mis ici le pourcentage qui représente par rapport à la population de la région de Chaudière-Appalaches. Donc, le secteur de la rivière Chaudière est plus dominant avec 4 alors que lui de la rivière Chaudière, la moitié moindre, autour de 2 Pour
si on fait le total de ces deux secteurs-là, donc ça équivaut à notre territoire à l'étude pour un total là, d'environ 26 000 habitants qui sont ciblés par ces outils-là. Puis on a mis ici qu'est-ce qui distinguait chacun d'eux là, dans les cercles. Donc au niveau du secteur de la Rivière-Chaudière, les données montrent qu'il y a un profil plus urbain, une population diversifiée, une structure résidentielle plus éclatée, puis leur réalité est plus proche de celle de la région. Alors que le secteur de la rivière Beau-Rivage démontre un profil plus rural avec un tissu social plus familial, une population plus homogène, puis une stabilité résidentielle plus grande que celle de la région. Puis les données montrent là, quand même des enjeux là, d'infrastructure à surveiller. Si on compile là, les deux secteurs, les constats des données montrent que la population de ce territoire-là à l'étude est plus jeune et plus active que celle de Chaudière-Appalaches, alors que pour ce qui est du taux de diplomation puis des revenus moyens, ça équivaut aux données de Chaudière-Appalaches. Donc, tantôt, on vous a parlé là, qu'on avait été capable de ressortir certaines données par Google Analytics pour décrire nos populations rejointes par les outils. Donc, si on commence avec les utilisations, donc les données sont pour la période du 1er février au 31 décembre 2024. Je porte votre attention ici là, sur les notes. Les données ici sont probablement sous-estimées là, dues à la loi 25 là, qui a été instaurée en 2023, où qu'on est obligé, là, vous m'avez vu tout à l'heure, là, accepter les témoins. Là. Donc, si les gens posent pas cette action-là, donc on peut pas avoir leurs données d'achalandage. À titre d'exemple, tantôt Véronique parlait des événements marquants là, qui a eu lieu là, précédemment en 2019. Là, à titre d'exemple, là, l'ancien système avait compté 18 000 utilisateurs par jour. Donc, c'est assez moindre au niveau de la nouvelle version. Donc, on compte 1195 utilisateurs pour cette période-ci. Pour 1,6 sessions par utilisateur, 15 pages vues par utilisateur. Puis les pages les plus populaires sont la liste des stations et l'abonnement aux alertes. Pour ce qui est des stations où il y a plus d'abonnements aux alertes, en ordre décroissant, on a Sainte-Marie, Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Georges et Vallée-Jonction. Donc, c'est assez logique avec la démographie là, du secteur, puis aussi avec la récurrence des inondations. Pour ce qui est de la consultation du système, les données montrent que l'ordinateur est encore dominant là, pour la consultation du système par rapport au cellulaire. Pour ce qui est du document de vulgarisation ici en rouge, donc tout à l'heure, vous m'avez vu aller le chercher sur le système de surveillance. Là, il était disponible dans la foire aux questions. Euh, il y avait une programmation pour voir combien de clics là, a eu lieu à partir de ces sites-là. Seulement un clic en 2024 et un clic en 2025. Puis depuis le site de l'OBV, où qu'il est disponible également, les données n'ont pas pu être recueillies là, dû à la programmation. Donc, pour le recrutement, ici, on voit là, nos 30 participants. Tantôt, je vous parlais qu'on avait pu rencontrer 30 participants pour les interroger dans le cadre d'entretien semi-dirigé. Je les ai regroupés en trois grandes catégories. Donc, on a eu 15 professionnels en gestion des inondations, 12 citoyens, puis 3 organismes communautaires. À travers les professionnels en gestion des inondations, on avait des employés des municipalités, des MRC riveraines, des employés du ministère de la Sécurité publique, d'autres du ministère du Transport, de la Sûreté du Québec, des services incendie, puis aussi des chercheurs en génie civil et génie des eaux de l'Université Laval. Ensuite, on a pu rencontrer à travers les citoyens des personnes vivant en zone inondable, évidemment, d'autres ne résidant pas en zone inondable, mais toujours dans les municipalités riveraines. On a rencontré des proches là, de personnes résidant en zone inondable, des employés ou propriétaires d'entreprises, puis aussi des agriculteurs en zone inondable. Pour ce qui est des organismes, là, on a rencontré une personne en alphabétisation alors que deux personnes ont été rencontrées pour les organismes œuvrant avec les populations immigrantes. Donc, pour bien comprendre
le seul critère, là, l'exigence minimale là, pour participer à l'étude, c'était de connaître un des deux outils, soit le système de surveillance ou le document de vulgarisation. Puis, au niveau du profil, là, quand on combine tous les données qu'on a reçues de nos participants, on a majoritairement rencontré des hommes avec une éducation variée, puis avec une littératie quand même assez bonne pour un âge moyen de 51 ans. Ici, on a interrogé à travers nos questions là, les gens par rapport à leur contexte d'utilisation, leur poser la question, savoir c'était quoi leurs besoins. Puis, l'analyse qualitative nous a permis de classer leur objectif d'utilisation du système en général. Donc, ici, on ne parle pas encore de la nouvelle version. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin là, d'un système de surveillance pour les classer dans quatre catégories, quatre dimensions de la sécurité civile, soit la prévention, la préparation, l'intervention puis le rétablissement. Donc, les gens nous ont mentionné utiliser le système de surveillance en guise d'accompagnement, soit pour leur famille, leur clientèle ou leurs citoyens, pour effectuer des prévisions, pour gérer aussi certaines composantes. Tantôt, Véronique disait qu'il y avait des instruments de mesure. Donc, le système permet de voir s'ils sont défaillants ou pas. Au niveau aussi de la planification des déplacements. Donc, on voyait les ponts là, tout à l'heure. Là, il y en a plusieurs qui s'amusent à aller voir si le pont est fermé. Puis, au niveau des contrats des fournisseurs, surtout au niveau des gens des municipalités, à savoir s'ils font un contrat avec, exemple, la pile amphibie ou un pilote de drone au besoin. Pour la préparation, donc on a su, les gens nous ont mentionné, là, utiliser beaucoup le système pour les aider dans leur communication. Donc, ils se servent des données qui sont émises par le système pour envoyer des messages, soit par Facebook ou des messages publics là, à leur clientèle à l'interne ou à leurs citoyens. Ça permet aussi pour ceux qui gèrent la sécurité de déployer le personnel, donc de savoir combien d'effectifs ils ont besoin. Ça sert évidemment à assurer la protection des biens et des vies, de planifier les provisions, de se faire carrément une préparation mentale, puis d'assurer une surveillance et une vigie. Au niveau de l'intervention, donc ça concerne davantage là, les professionnels, alors que les deux premières dimensions, ça concernait pas mal tous les participants. Au niveau de l'intervention, ben, on a lors des inondations, donc des décisions à prendre. Donc, au niveau de la fermeture de route, le système de surveillance est très aidant pour décider si on évacue ou pas, pour aussi gérer les opérations de façon générale. Post-inondation, on a le rétablissement. Donc, le système de surveillance peut aider aussi à prendre des décisions sur la réouverture des routes, puis aussi pour évaluer là, tout ce qui est logistique au niveau des besoins essentiels là, rattachés aux vêtements et à la nourriture, par exemple. Donc là, on est rendu plus avec la nouvelle version. On avait dans le cadre de notre canevas d'entrevue une question qui disait, avez-vous remarqué des différences entre l'ancienne et les nouvelles? Puis parlez-nous-en, là, en gros. Euh, Malheureusement, l'échantillon pour cette question-là a été considérablement réduit. Seulement 57% des participants connaissaient l'existence là, de la nouvelle version mise à jour là, en février 2024. Il faut comprendre que les entrevues là, qu'on a fait ont eu lieu de juin 2024 à janvier 2025, alors que peu d'événements là, importants ont eu lieu là, depuis les inondations de 2019, d'où la méconnaissance ou la faible utilisation de la nouvelle version au moment des entrevues. Malgré ça, ceux qui ont réussi, là, le 57% qui ont réussi à répondre à cette question-là, ont noté quand même positivement la nouvelle version, notamment en ce qui a trait à la présentation visuelle, autant pour les deux versions, le public et sécurisé. Sinon, pour la version plus sécurisée, les gens là, qui ont été interrogés là, ont confié que vraiment les nouvelles fonctionnalités, les informations supplémentaires leur permettaient d'avoir une plus grande autonomie dans la gestion de leur compte, puis aussi au niveau de l'exportation des données qui était facilitée. Puis la communication aussi entre les municipalités là, riveraines a été grandement améliorée là, grâce à aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme de discussion. Aussi, qu'est-ce qui revenait souvent, c'était que les gens appréciaient vraiment l'ajout d'affluents qui était quand même là, qui apportait quand même une certaine
qui avait de l'influence sur le comportement, l'état de la rivière Chaudière. Puis aussi, ça nous a été rapporté aussi que les problèmes de connexion vécus avec l'ancienne avaient été améliorés avec la nouvelle version, qu'il n'y avait pas ce problème-là. Si on y va avec le deuxième outil, quand on a interrogé nos participants, on a réussi seulement à recruter 9 participants, donc dont 6 ont connu l'outil par le projet. Je vous explique, dans le fond, au moment du recrutement, on leur posait la question s'ils connaissaient le système de surveillance de la rivière Chaudière. Donc, OK, ils étaient recrutés. Le document, seulement 3 ont répondu oui, je le connais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a posé la question à ceux qui étaient déjà recrutés pour le système de surveillance. On leur demandait s'ils voulaient se porter volontaires pour le lire avant l'entretien officiel. Donc, au niveau de la présélection, 6 ont réussi là, à lire le document avant l'entrevue. Donc, ils se sont portés ils ont fait l'exercice, puis c'était vraiment volontaire. Donc, on a vu que, bon, au moins 6 personnes ont eu l'intérêt de le lire. Il faut prendre note qu'aucun participant était des citoyens là, dans le code d'évaluation du document de vulgarisation, seulement des professionnels. Puis les 3 là, qui étaient éligibles là, dès le début à l'évaluation de cet outil-là ont connu le document via le site du système de surveillance de la rivière Chaudière ou via leurs collègues du comité là, de système de surveillance de la rivière Chaudière. Au niveau du contexte d'utilisation, ils nous ont dit l'utiliser surtout pour leur communication puis la formation à l'interne. Comme exemple, quand il y a un nouvel employé qui arrive, il leur donne ce document-là à lire pour être capable de bien communiquer à l'interne, parce que c'est pas tout le monde, exemple, un policier, par exemple, ça veut pas dire qu'il a travaillé avec les inondations s'il était dans une autre région auparavant. Donc, ça permettait d'avoir une certaine base. Puis, donc, c'est plutôt utilisé comme un guide de référence d'accompagnement. Puis, le contenu qui a attiré le plus leur attention, c'était les études, l'historique des événements, la connaissance du milieu, les ressources disponibles, puis les concepts et définitions. Sinon, en résumé, qu'est-ce qui a été noté positivement, c'est surtout la clarté du contenu, puis le contenu qui était quand même assez exhaustif, là, parce que c'est un document quand même d'une 50aine de pages avec une 20aine de pages en annexe. Pour ce qui est du côté négatif, c'est surtout au niveau de l'accès. Donc, on l'a vu via le recrutement, là, qui était plus difficile à aller chercher. Puis, au niveau de la longueur, pour certains, ils se disaient que pour le public, c'était peut-être pas adapté pour les citoyens. Puis, au niveau du titre, il y a quelques personnes nous ont mentionné qu'ils trouvaient ça un peu diminutif, le fait de mettre dans la même phrase vulgarisation et grand public. Donc, un des deux aurait été suffisant qui ont mentionné. Ici, on passe au test d'utilisabilité. Donc, au niveau du recrutement, il était un peu moindre que les entretiens. On a recruté 5 nouveaux utilisateurs. Donc, c'est des personnes qui ne devaient pas avoir utilisé la nouvelle version du système de la rivière Chaudière, mais quand même devaient connaître le phénomène d'inondation, connaître les secteurs ciblés, puis devaient avoir un certain intérêt à l'utiliser dans le futur parce que le fait de faire ce genre de test-là, il faut que tu aies un intérêt pour bien exprimer justement là, les mécontentements ou carrément leur satisfaction envers le site. Donc, ils devaient avoir vraiment un potentiel là, à l'utilisation future. Les exigences fonctionnelles, c'était tout simplement de parler français puis d'avoir un ordinateur et Internet car les tests étaient faits en ligne, là, en direct. Puis, contrairement aux entretiens, on avait plus de femmes pour ce test-là, avec une indication quand même relativement assez élevée, avec un âge moyen de 36 à 70 ans. Au niveau des améliorations, donc ici, c'est des améliorations autant rapportées lors des tests utilisateurs que les entretiens. Si on résume, là, donc au niveau de la diffusion, les gens proposent de rajouter des codes QR à certains documents publicitaires, par exemple, ou des journaux, pour diffuser, là, de bien s'abonner aux alertes ou carrément de publiciser le système. Et aussi, des gens suggéraient pour les nouveaux résidents des villes riveraines de préparer des trousses avec
avec de l'information reliée aux inondations, comme exemple le document de vulgarisation et le lien vers le système. Au niveau du fonctionnement, les gens ne comprenaient pas beaucoup, surtout au niveau du test utilisateur, à savoir pourquoi il y avait des stations qui n'avaient pas les mêmes données. Donc, tantôt, on a vu, il y en avait qui n'avaient pas de caméra, d'autres, oui. Donc, les participants, autant pour les tests d'utilisabilité puis l'entretien mentionnaient que ça serait bien d'avoir une uniformité là-dessus. Puis aussi, les gens mentionnaient qu'ils ne maîtrisaient pas à son plein potentiel l'outil, même les gestionnaires. Donc, ce serait bien d'avoir des simulations un peu comme des exercices de feu, par exemple. Pour le format, c'est revenu souvent. Les gens apprécieraient avoir une application où tout serait rassemblé, autant les alertes que la consultation des données. Pour le contenu, les gens veulent toujours plus d'affluents, de caméras. Ça, c'est vraiment les bonbons. Ils veulent aussi avoir plus de détails sur la légende et les instructions parce que, bon, il y en a qui sont pas habitués d'interpréter un graphique, là. Par exemple, si on voit M, bon, pour moi, c'est évident que c'est maître, là, mais d'autres peut-être pas. Donc, d'avoir des descriptions là, par rapport à ça plus détaillées. Puis aussi, les gens veulent avoir les données antérieures. On voit que le graphique, on peut reculer aux derniers 24 heures, mais on ne peut pas aller aux dates, aux années antérieures. Donc, les gens étaient déçus d'avoir perdu les données des années antérieures dans la version publique, que je précise. Donc, Véronique tantôt parlait que, il y avait des problèmes de connexion dus à la surcharge informatique. Donc, les données antérieures, ils ont été enlevées dans la version publique, mais on vous rassure qu'ils sont encore présentes dans la version sécurisée pour les aider là, à faire des prévisions. Puis, les gens ont mentionné que la structure du site est tellement bien faite qu'ils aimeraient que Cobaric rajoute d'autres mandats, exemple, d'autres paramètres, exemple, la qualité de l'eau pour se baigner, là. L'eau de baignade, par exemple, à travers la carte interactive ou d'autres projets là, environnementaux de l'OBV qui pourraient être euh, intégrés à même le site. Au niveau des alertes, c'est ça, les gens, bon, reçoivent les alertes. Surtout au niveau du test utilisateur, on a vu que bon, les gens ils pensaient avoir un message avec plus d'interprétation des données. Mais on a deux sortes de messages, là, je vais vous montrer. Donc, le premier, c'est une alerte de changement de seuil. Donc, au niveau du changement de seuil, c'est tout simplement des données qui sont montrées, alors que ici, c'est des messages que les municipalités peuvent envoyer de façon plus personnalisée avec des détails. Donc, où est l'embarque, c'est quoi les risques, c'est quoi les actions à prendre. Donc, ça, c'est des messages qui sont propres aux municipalités. Puis, c'est ça, les gens s'attendraient à voir peut-être que ça soit à même l'alerte là, et non en deux temps. Donc, c'est ces petits détails-là de voir de connaître la différence. Puis certaines municipalités sont peut-être plus proactives que d'autres là-dessus. Pour ce qui est de l'amélioration au niveau du document de vulgarisation, donc évidemment, on a vu qu'il y avait des difficultés de diffusion. Donc, les gens mentionnent que ça serait bien de faire un aide-mémoire pour le grand public, peut-être même d'en laisser des copies à travers les salles d'attente ou même à travers le système d'éducation pour distribuer aux parents. Pour le contenu, les gens ceux qui ont répondu, les 9 participants, ont mentionné là, que les actions à prendre puis les ressources d'aide seraient les sections à se concentrer pour le grand public surtout. Donc, si je résume au niveau des faits saillants, on peut dire que le système de surveillance de la rivière Chaudière est évalué positivement. Il répond bien aux besoins des usagers, mais les gens veulent avoir des alertes plus personnalisées et uniformes à travers les municipalités. Puis le document de vulgarisation, ben, on a fait une évaluation, est quand même limitée étant donné le faible échantillon. Mais c'est quand même un outil de référence, là, on a vu qu'il était utile, surtout pour les gestionnaires là, qui ont été interrogés. Ici, certains participants nous ont dit utiliser encore des repères de crue.
ceux qu'on voit ici à gauche, c'est surtout ceux qu'on voit dans le secteur de la Rivière-Chaudière. C'est des repères de crues informels, donc métriques ou bien patrimoniales, où on indique là, des dates marquantes. Euh, c'est ça, ils ont même dit, des fois, ils utilisaient des bâtons, des cônes, par exemple, là, pour se donner des repères là, sur leur terrain. Euh, il y a eu des études là, avec Madame Emmanuelle Bouchard-Bastien ici qui a évalué un peu à savoir si les repères de cris étaient encore pertinents. Puis ces travaux ont conclu que peu importe le type, là, ils sont primordiaux pour les riverains et les riveraines. Qui se sont adaptés là, aux inondations récurrentes. Il y a eu un projet pilote là, dans la région de Portneuf. Ça, c'est, excusez. Ça, c'est un repère de crue formel qui est généré par le ministère de la Sécurité publique. On a sur leur site toutes les repères de crues disponibles là, au Québec. Puis, c'est ça, la région de Portneuf en a installé aux abords de la rivière Sainte-Anne. Puis, c'est en fait une pastille standardisée là, avec des informations précises là, qui doivent y figurer. Puis, le projet là, avec l'OBV de ce secteur-là a fait ressortir quand même certains défis liés à ce genre d'initiative-là, mais les auteurs concluent que les repères visuels aident potentiellement, comme je disais tout à l'heure, à s'adapter aux inondations récurrentes, mais à condition que ce soit une bonne représentation là, de leur expérience et savoir. Puis, la question aussi de leurs travaux, c'était de savoir est-ce que une institutionnalisation ou un déploiement homogène là, à travers la province, c'est comme exemple d'enlever les repères plus informels puis de les remplacer par les formels. Elle disait que c'est pas nécessairement préconisé pour viser une mémoire, une mise en mémoire, excusez, collective et une culture de risque locale. Hop. Ensuite, on est allé voir un peu à l'extérieur du pays, à savoir s'il y avait eu des études un peu comme la nôtre, donc des études d'évaluation du système de surveillance. Puis, on en a retenu deux, une en Espagne puis l'autre en Écosse. L'une d'elles qui nous a intéressés, c'est parce qu'ils proposaient une application mobile, puis des participants nous ont mentionné leur intérêt pour ça. Donc, la A4 Alerts de la Catalogne en Espagne a mené une étude d'évaluation, donc un peu comme on a vu avec le test d'utilisabilité, mais avec 76 participants. Puis, ça a été démontré là, que le format d'application, c'est un format très convivial, apprécié, puis, mais que une formation sous forme de tutoriel ou d'atelier est vraiment nécessaire pour être capable de s'approprier ce genre d'application-là quand même assez spécifique. Puis les trois fonctionnalités là, que les gens ont le plus appréciées à travers ce test sont les alertes locales, régionales, puis les actions à prendre. Donc, ça revient un peu à nos résultats. Alors que le Floodline, c'était une messagerie directe, donc en Écosse. Puis eux, leur évaluation, ils ont procédé à un sondage qui ont quand même réussi à recueillir 1300 réponses. Les côtés qui ont été plus critiqués là, dans cette étude-là, c'est que le délai de réception est lent. Des fois, les gens recevaient l'alerte, puis c'était trop tard pour que ça soit utile. Puis aussi, la redondance des alertes, il y avait une fréquence élevée là, de réception d'alertes qui menait à une lassitude des gens. Qu'est-ce que les gens voulaient comme information, là? C'était surtout des informations sur les niveaux d'eau à l'échelle locale, des estimations d'heures de début et de pointe des crues, la durée des inondations. Ils voulaient aussi connaître à travers ça les fermetures de route, puis des évaluations des risques plus précises, par exemple l'intégration d'un code de couleur aux alertes afin de positionner le risque là, soit par des pictogrammes ou une échelle numérique, exemple de 0 à 10. Donc, je laisse la parole à Véronique pour continuer avec les constats, voir où vous êtes rendu avec les recommandations. Merci, Mélanie. Tu peux mettre. Oui, merci. Donc, dans les constats principaux, le système de surveillance de la rivière Chaudière il a été conçu pour les gestionnaires de stations en premier lieu et non pas pour les citoyens. Donc, euh, l'évaluation a été faite auprès de citoyens également, mais on se rend compte facilement que on voit ce biais-là. On voit que le système de surveillance, c'est à premier abord un outil pour les interventionnistes, pour les municipalités propriétaires,
pour l'utiliser dans leur communication. Puis l'aspect citoyen a été ajouté par la suite, mais n'a pas été réfléchi à la base pour ça. Puis on a à se questionner à savoir est-ce qu'on veut euh, ajouter cette portion-là, dans le fond, ou venir optimiser cette portion-là pour les citoyens. On doit viser également de meilleures Oh, excuse-moi. Ouais, on doit viser de meilleures communications pour la population. Principalement, j'apporte un aspect sur le réabonnement. Je parle réabonnement, puisque avec l'ancien système et les lois et tout, on ne pouvait pas transférer les utilisateurs ou les gens abonnés au nouveau système. Ce qui fait qu'à la première année d'utilisation, comme Mélanie mentionnait, il n'y a pas eu vraiment d'aléa inondation. Donc, les gens abonnés, ben, il faut publicité, il faut faire des communications pour que les gens puissent refaire cet abonnement-là afin de utiliser le système de surveillance. Parce que quand ils vont arriver pour l'utiliser, ils vont aller sur le site web, ils vont voir, ah, il est bizarre, il est changé, puis je ne suis pas abonné, etc. Donc, il faut tout de suite les habituer à l'utiliser. Ensuite, dans les recommandations, d'améliorer la description des stations, les paramètres qui sont mesurés, les instructions d'utilisation également, de développer une formation ou une simulation, là, comme Mélanie parlait, pour les versions publiques et sécurisées. Au niveau sécurisé, on fait une formation à chaque année aux utilisateurs municipaux, où on peut faire des rencontres individuelles, mais c'est vrai que la version publique, on le fait pas. Inclure des partenaires citoyens et des partenaires gestionnaires des inondations si on décide d'améliorer un autre élément de l'outil SSRC ou d'autres outils. S'assurer aussi de mieux connaître les attentes et les besoins euh, des générations qui s'en viennent. Est-ce que l'application serait alors pertinente? Est-ce qu'on doit aller vers d'autres outils d'interopérabilité qui seraient plus pertinents pour eux? Puis finalement, d'explorer les moyens qui pourraient faciliter la formulation des messages qu'on envoie afin que ça soit vraiment utile euh, pour les citoyens. Donc, en gros, le projet pour nous nous a vraiment amené des connaissances euh, par rapport à- à ce qui a été évalué. Je pense qu'on est humble dans cette évaluation. Et du côté on a déjà eu des résultats préliminaires qui ont été présentés par Mélanie au comité qui gère le système de surveillance. Puis il y a déjà des actions qui ont été mises en place cet hiver avec la firme spécialisée parce qu'il y a des changements de cette envergure-là qui ont été réalisés. Puis les autres changements, ben, c'est pas qu'on veut pas les faire, mais ça prend du temps, donc des ressources financières pour le faire. Puis le système de surveillance, c'est sa gestion, sa coordination, c'est payé 100% par le milieu municipal, par les municipalités propriétaires. Donc, il faut voir ça avec eux petit à petit là, pour effectuer ces mises à niveau-là. Merci. Merci beaucoup. Au nom du risque à vous deux, c'était vraiment très, très intéressant. C'est un outil super utile, je suis certaine. On va avoir peut-être 10 minutes de questions, une période de questions. Par après, il y a le chat. Si vous avez des questions et vous n'avez pas le temps, on pourrait peut-être les relayer aux présentatrices pour des réponses pour la suite. Donc, vous avez juste à lever la main ou peut-être inclure vos questions dans le chat. Ça me ferait plaisir de les lire. Comme Thomas Robitaille, on va commencer tout de suite. Je remarque qu'il y a plusieurs stations qui sont à l'état non disponible. Quels sont les défis que vous rencontrez quant à la robustesse de votre nouveau système de surveillance? Ouais. Euh, les états non disponibles, c'est un état de seuil qui n'est pas défini. Et c'est principalement les nouvelles stations InfoCru qui ont été mises sur le territoire du bassin versant de la Chaudière par le ministère de l'Environnement. Donc, on a accès à des niveaux, à des débits, à de la donnée, on la met sur le site. Mais l'état, la couleur de est-ce que c'est en inondation mineure, majeure, ce bout-là, on l'a pas, puisqu'on n'a pas de seuil de dépassement qui a été euh, nommé et arpenté. Donc ça, c'est une grosse problématique qu'on a. Puis au ministère de l'Environnement, euh, eux, ils n'ont pas les sous pour faire cet arpentage-là. Du côté du ministère de la Sécurité publique, on n'a pas plus de sous. Fait qu'il faut retourner vers le milieu municipal encore pour financer ce bout-là. Donc, on,
Ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. J'espère régler ce problème, moi aussi. Ce problème de on a des données, mais on n'a pas de seuil. Puis ça, c'est dur à expliquer aussi, à vulgariser à ceux qui utilisent le site. Il y a Marie-Hélène Graveline et après Philippe Gachon. Oui, bonjour. Ben, d'abord, je voulais vous féliciter pour ce beau projet. D'abord pour la mise en place du système, mais aussi pour le projet d'évaluation. Je pense que c'est fantastique de voir que on s'intéresse à l'applicabilité puis l'utilité de cet outil-là, puis dans une optique d'amélioration. C'est très, très apprécié. Ma petite question, c'est au niveau de l'évaluation, est-ce que vous avez vu à travers les données ou dans dans vos entrevues une différence d'utilisation selon le type d'inondation? Donc, est-ce que quand on est en contexte d'inondation en eau libre, par exemple, c'est particulièrement utilisé, apprécié certaines fonctionnalités versus pour la surveillance des embâcles plus spécifiquement? Je vous dirais qu'on n'avait pas nécessairement de questions qui ciblaient. On a prélevé plusieurs besoins, mais c'est ça, les gens restaient quand même pas mal dans le général par rapport aux besoins, là, bon, justement, de mesures, besoins c'est ça, là, de surveillance, mais ne faisaient pas nécessairement de lien là, avec les différents types d'inondations, là. Merci. Félicitations pour votre travail. Moi, j'ai plusieurs questions. Je vais commencer par celle-là. Elle est simple, mais elle est un peu difficile. Vous venez de mentionner que ce sont les MRC qui payent le système. J'ai bien compris. Municipalité. Les municipalités. OK. Ouais. Et il n'y a pas de support du gouvernement, du PPTFI pour faire ce genre de choses. Non. OK. On parle de résilience et de sécurité des populations. OK. Deuxième question. Puis vraiment, je viens de découvrir des choses avec ce que vous venez de présenter. Puis j'étais en Estrie quand il y a eu la tempête Débit. Et pour ma sécurité, puis bon, je regardais évidemment les stations environnementales. La première des choses, avant de savoir si la rivière déborde, c'est de savoir qu'est-ce qui tombe comme précipitation. Et la seule information que j'avais, c'est les stations environnementales, c'était évidemment celles qui sont entre Saint-Hubert et Sherbrooke. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Granby, etc. On l'a vu dans la tempête Débit, dans ce genre d'événement, on a eu des quantités de précipitations hallucinantes qui ont fait déborder les rivières, des routes emportées, il y a eu beaucoup de dégâts. Et ce que je veux dire par là, c'est que le lien entre les données météorologiques, la surveillance et les inondations devient important. Donc ça m'amène, et je termine mon commentaire, sur l'importance, et je l'avais dit, on était plusieurs d'ailleurs dans le projet InfoCru, quand tu installes une station hydrologique, tu t'assures d'installer une station météorologique. C'est fondamental. On ne fait pas l'un sans l'autre. Et puis c'est un coût mineur par rapport à ce que ça peut sauver comme temps, surtout pour la surveillance. Donc ça m'amène à ça. Dans les prochaines étapes, est-ce que intégrer de l'information météorologique et d'autres produits, y compris Environnement Canada vient de sortir les nouvelles alertes météo basées sur 3 seuils, en fait des couleurs, pour justement mieux intégrer l'information, mieux informer les populations. Et je le sais, j'ai vécu ça, je termine là-dessus, quand tu es dans un système, en fait, dans un mode alerte, le plus important, c'est d'avoir accès à de l'information intégrée, peu importe d'où ça vient, pour être capable justement de te protéger, de protéger tes proches. Donc, ça m'amène à cette question-là parce que comme je dis, j'ai vécu ça pendant la tempête des je me suis rendu compte à quel point l'importance d'avoir une information sur la surveillance à court terme est extrêmement importante. Voilà. Euh, nos interventionnistes municipaux euh, me le disent toujours, puis vous allez le voir dans l'état des stations. Il y a toujours le lien vers la météo sur toutes les stations. Puis je dis, vous êtes sûr qu'on veut le garder? Ils sont là, oui. C'est dans leur façon de faire. Ils valident la météo. Ils regardent le modèle prévisionnel du 3 à 5 jours, le modèle hydrologique du ministère lié à la station. Ils regardent tout ça. Et c'est pour ça également que dans les seuils,
d'inondation, on n'a pas inondation mineure. On commence pas avec ça. On commence avec seuil de surveillance. Et ce seuil de surveillance-là, c'est justement euh, le petit son de cloche qui est donné aux citoyens pour qu'ils disent, oh, ça a monté proche. Faudrait que je commence à réfléchir, à me préparer. Et c'est pour ça que ces seuils-là sont déterminés par les pompiers. Parce que eux savent que c'est à ce niveau-là qu'il y a besoin que tel secteur commence à se préparer. C'est ce niveau-là que j'ai besoin. Et ce niveau-là, il peut changer. Hein, on sait, nos rivières sont mobiles quand même, dans une certaine mesure. Donc, ça peut que le seuil de surveillance, on va l'augmenter ou on va le diminuer par rapport à l'aménagement territorial qui a changé, par rapport au comportement de la rivière ça fait 3 ans qu'elle me fait ça. Ah, je vais ajuster mon seuil. Et c'est pour ça qu'on veut garder l'ajustement des seuils, surtout le seuil de surveillance, de la responsabilité euh, de la municipalité, spécifiquement. En attendant qu'il y ait d'autres questions, j'en aurai une petite. Et là, on part du macro au très micro. Concrètement, les alertes, est-ce que c'est des courriels ou des textos? Qu'est-ce que les gens reçoivent? Les deux. Dans le fond, quand on s'inscrit, on peut s'inscrire par courriel et par texto ou un ou l'autre. Euh, ça rentre directement. C'est vraiment en temps réel. Fait que c'est dès qu'on vient changer de seuil, on a une alerte. Si, par exemple, il y a un changement de seuil à la hausse et à la baisse, euh, par exemple, un niveau d'eau qui serait sur le seuil, on reste sur la ligne, ben on a quand même une façon de gérer les alertes pour pas que la personne reçoive ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, il y a quand même il y a une gestion là-dessus aussi pour éviter de sursolliciter ou de créer un faux sentiment de sécurité parce qu'on envoie trop d'alertes. Donc, il y a eu cette réflexion-là aussi auprès des avis. Merci. Stéphane? Oui, merci beaucoup, Eva. Merci, Véronique, Mélanie et autres collaboratrices qui sont présentes dans le webinaire pour la présentation. C'était riche, c'était informatif, etc. Euh, J'apprécie beaucoup tout le travail en fait qui a été fait. Donc, mais je vais focaliser sur un petit point. Dans la présentation, vous aviez mentionné que, en fait, vous avez commencé un travail sans avoir fait des entrevues ou bien parler avec la communauté ou les citoyens, etc. Mais après, vous l'avez fait. Vous avez fait les entrevues et là, je vois beaucoup d'efforts pour avoir cette aller-retour, en fait, cette communication, ces relations. J'aimerais savoir si vous avez vu une différence peut-être dans, disons, la prise en charge ou bien l'intérêt ou juste dans la qualité de l'utilisation des outils avec plus de contact avec les citoyens, la population. Moi, je vois beaucoup plus de réactivité, surtout sur les médias sociaux. C'est là que la population parle. Donc, quand on fait quand nous, on va faire de la communication sur sur l'ALEA, ou surtout quand nos municipalités font de la communication sur l'ALEA, euh, la référence, c'est Rivière-Chaudière. Puis les gens, c'est là qui vont écrire leur satisfaction, insatisfaction ou leur utilisation ou non. Euh, on a eu une petite inondation, une petite 20 ans cette année, en 25. Donc là, on a vu une utilisation plus accrue du système parce qu'on a un besoin. Euh, mais je pense que effectivement, c'est une piste de peut-être un peu espionner les réseaux sociaux ou en tout cas les analyser pour justement s'assurer qu'on demeure sur le bon chemin et de réfléchir à la meilleure façon d'intégrer le citoyen dans notre réflexion euh, sur des outils de sécurité publique gérés par une municipalité. Tu sais, on est dans de la complexité euh, communicationnelle. Fait que juste de savoir quel est le bon message à transmettre. Quand la personne reçoit un avis, comment on doit bien l'écrire? Tu sais, je peux bien le changer, mais peut-être que j'atteindrai pas l'objectif qui est visé à la suite de l'évaluation. Je pense qu'il faut prendre le temps
d'aller avec des gens en recherche pour comment on évalue ça ou d'aller avec des professionnels pour bien écrire le message. Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Donc, c'est pas juste, faut faire un changement. Je pense qu'il faut avoir une réflexion dans ce changement-là parce que changer quelque chose qui va pas bien pour quelque chose qui ne va pas plus bien, on va perdre des gens. Puis surtout en sécurité publique, on ne peut pas se permettre ça. Donc, on reste dans le connu un peu, un peu insatisfait pour quand on va changer, faut que ça soit quelque chose d'efficace puis vraiment pertinent, surtout pour le public. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je pense pas. De toute façon, il nous fera plaisir de vous mettre en contact avec les présentatrices par la suite, s'il y en a. Merci beaucoup au nom du risque. C'était vraiment très, très intéressant. Je vous rappelle que le webinaire, de toute façon, a été enregistré. Il sera disponible sur notre site web et aussi diffusé dans notre infolettre et les réseaux sociaux. Merci beaucoup de l'invitation. Merci énormément. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.